Bonsoir à tous et merci aux organisateurs pour cette invitation, pour ce plaisir de retrouver dans la salle plein de personnalités avec qui j'ai eu l'occasion de discuter de ce sujet pendant presque 2 ans d'investissement sur ce sujet. Parce que je voudrais d'abord vous dire 2 mots de ce qu'a fait le médiateur du livre sur ce sujet, et puis des enseignements que j'ai retirés de cette médiation, qui se trouvent être assez proches des enseignements qui me semblent également découler des échanges d'aujourd'hui, avant de chercher quand même quelques motifs d'espoir. Bon, d'abord la méthode de médiation. Pourquoi est-ce que le médiateur du livre s'intéresse au sujet? Parce que la loi a confié au médiateur du livre la responsabilité de se prononcer sur les questions d'articulation entre l'édition publique et l'édition privée. L'idée qui inspire cette mission, c'est que la présence du secteur privé dans le domaine de l'édition, c'est un gage de pluralisme, c'est un gage de diversité, et c'est un sujet qui mérite d'être attentivement suivi. Et c'est dans cet esprit-là que, en tout cas, c'est dans cet esprit que je comprends avoir été saisi par le syndicat national de l'édition pour une mission de médiation, tenter de rapprocher les points de vue. Et la méthode que j'ai suivie sur ce sujet, pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder le rapport d'étape et l'avis que j'ai rendu, a été une méthode justement de concertation, de discussion, essayer de rapprocher justement ces points de vue sur un sujet, ça vient d'être dit, qui de toute façon reste un sujet controversé. Alors, quelle grande leçon de cette médiation? Et comme je vous le disais, pour moi, c'est beaucoup également des choses qui ont été entendues aujourd'hui. D'abord, à mes yeux, l'édition scientifique, eh bien, c'est un sujet de politique publique en soi. C'est un sujet de politique publique encore insuffisamment pris en compte. Pourquoi? Parce que le rôle de l'édition, tout le monde le sait, ça consiste à sélectionner, ça consiste à mettre en forme, ça consiste à diffuser, au moins. En tout cas, ça consiste aussi à donner de la crédibilité. Étienne Hanaï me l'a dit tout à l'heure, il y a cette notion de capital symbolique attachée au rôle des éditeurs. En tout cas, c'est un rôle qui, de longue date, est un rôle essentiel dans la formation, dans la diffusion des savoirs, dans le rayonnement des savoirs français aussi. Et donc, veiller pour les pouvoirs publics à la bonne santé de l'édition scientifique en France, eh bien, c'est un sujet de rayonnement de la science française, c'est un sujet de qualité de la science, compte tenu de ce rôle de sélection que jouent les éditeurs. Et je crois que c'est un sujet d'actualité. On sait que l'édition scientifique, comme beaucoup de domaines, a pu être peut-être déstabilisée dans certains de ces aspects par les mutations du numérique. En tout cas, il y a matière à développer une politique de l'édition scientifique. Et tout à l'heure, ça m'a intéressé d'entendre l'accord entre Mme Chartrand et M. Chevalier sur le sujet. En tout cas, c'est comme ça que j'ai senti que ce sujet était un sujet pertinent. Et je crois qu'il y a encore du boulot sur ce chantier-là. Deuxième grand enseignement de cette médiation, c'est que, et c'est là que j'entre un peu plus dans le dur, c'est un peu plus sensible, je crois que les politiques qui ont été menées au nom de la science ouverte en France, elles ont l'immense mérite d'exister, et je le dis sincèrement, mais en même temps, elles n'ont pas envoyé des messages absolument propices à la bonne santé de l'édition scientifique en France, en tout cas pas toujours, et que ça peut changer. L'immense mérite d'exister, et je le dis très sincèrement pour tous ceux qui y ont contribué, c'est un sujet que j'ai la chance de suivre depuis maintenant presque une quinzaine d'années, dans des fonctions antérieures, notamment au ministère de la Culture. L'open access, la science ouverte, ça existait. On ne savait pas comment ça serait approprié par les pouvoirs publics français. Maintenant, ça existe. Le plan national pour la science ouverte, il existe. Il répond à un enjeu mondial. Il répond à un enjeu tellement consensuel que les organisations d'éditeurs qui sont la cheville ouvrière de cette réunion d'aujourd'hui le font leur. Et donc, avoir une politique de science ouverte, quand je dis qu'elle a l'immense mérite d'exister, c'est tout à fait sincère et ça doit vraiment être entendu. Mais en même temps, il y a quand même des limites. Je dirais que c'est peut-être, comment dire, des maladies infantiles de la politique de science ouverte. Il y a quand même des choses qui n'ont pas été parfaitement appropriées à mes yeux. Il y a eu des approximations, il y a eu des slogans, il y a eu quelques apories. Je ne vais pas les détailler en détail. Des approximations dans le plan national de la science ouverte, à dire que les livres seront traités comme les revues,
à dire que la loi de programmation de la recherche fixe un objectif de généralisation de la science ouverte. Enfin bon, si ça vous intéresse, vous pouvez vous reporter au rapport d'étape et à la vie, mais je crois que c'était dommage de le dire comme ça, parce que c'était faux. Il y a eu aussi des apories. On a parlé tout à l'heure, et le dialogue à l'instant sur les accords transformants m'a semblé passionnant. Je ne sais pas si tout le monde dans la salle a eu la chance d'entendre parler des accords transformants autant que moi pendant les 2 ans d'investissement sur ce sujet de la science ouverte. Eh bien, les accords transformants, au départ, dans ce que j'en ai entendu, eh bien, les accords transformants, c'est mal. C'est mal, mais pour des raisons tout à fait justifiées. Ça se défend. Ça ne transforme pas, donc c'est pas bien. Et les accords transformants, en même temps, c'est un sujet, c'est l'éléphant dans la salle de la politique de sciences ouvertes en Europe et donc y compris en France. Et quand j'entends que Madame Anse Rousseau, représentante de Couperin, dire que Couperin va faire des accords transformants, c'est pas une nouveauté. Hein, Couperin a eu l'accord transformant un petit peu discret et apparemment maintenant c'est un sujet. Voilà, c'est intéressant, ça bouge. Mais c'était dommage de ne pas avoir mis sur la table le sujet. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que, bon, voilà, c'est peut-être c'est la contrepartie d'une politique qui s'est affirmée, qui a dû s'affirmer et qui a eu l'immense mérite de s'affirmer. Mais il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait parfaites. Et de ce point de vue, je ne reviendrai pas sur le détail. Il y a une initiative particulièrement malheureuse, à mes yeux, qui a été la publication du guide sur la stratégie de non-cession des droits, avec des interprétations aventureuses du cadre juridique de la loi Le Maire et avec des conséquences comme celles qu'a pu décrire Philippe Forest qu'ont pu décrire Philippe Forest et Patrice Logmand tout à l'heure. Je crois que même si, comment dire, on peut répondre, on peut discuter, mais ma conviction à moi, en tout cas la mienne, c'est que il y a un problème de ce côté-là et que on peut améliorer les choses. Et puis, je dirais au-delà de ça, il y a eu le sentiment que certains acteurs ont l'impression de mener un combat contre l'édition. Alors, le message important, je ne dis pas la bonne nouvelle, parce que ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la ligne du ministère, et il faut vraiment lui rendre justice de ce point de vue-là. Le ministère de l'Enseignement supérieur n'affiche pas une politique hostile au principe de l'édition. C'est particulièrement important. Alors, je ne citerai pas le nom du président du CNRS qui a été cité à plusieurs reprises aujourd'hui, mais vous avez tous compris qu'il y a un sujet. Et ce n'est pas un sujet seulement de mots, c'est un sujet d'actes aussi. Je vous disais tout à l'heure que la France avait eu longtemps une politique d'accords transformants discrète, j'aurais presque pu dire honteuse. C'est quand même intéressant de voir que Couperin a signé son premier accord transformant d'ampleur avec un grand éditeur international sans le CNRS. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Les chercheurs qui sont dans des unités mixtes, ils ont accès aux bénéfices de ces accords, mais le CNRS n'y a pas touché. Ça, c'est un acte. Un autre acte, puisqu'on parle aujourd'hui de sciences humaines et sociales, c'est qu'il faut savoir, les abonnements, c'est une partie du sujet, bien sûr. Ça a été dit tout à l'heure, dans le domaine de l'édition publique, les emplois dans les structures d'édition publique sont évidemment un sujet aussi. Pardon, ça me rappelle ce que je voulais dire aussi. Quand je disais qu'il n'y avait probablement pas eu une politique d'édition scientifique suffisamment affirmée, je voulais dire que c'est vrai autant pour l'édition publique que pour l'édition privée. Je crois que l'édition publique en France est orpheline d'une politique publique dans ce domaine, et il y a toutes sortes de raisons. Et la science ouverte n'en est pas la cause. Mais l'autonomie des établissements, le fait que les maisons d'édition ne soient pas toujours la priorité au milieu des multiples sujets de je veux dire des éditeurs publics, au milieu des multiples sujets des établissements. Voilà, il y a mon constat sur l'édition publique, qui est un sujet de politique publique insuffisamment pris en compte, vont autant pour l'édition publique que pour l'édition privée. Pardon, je retourne ce que je voulais dire tout à l'heure à propos de cette idée qu'il y a une guerre qui est une idée, à mon sens, vraiment très, très pernicieuse. Pour dire que non seulement, comment dire, il y a du langage dans ce domaine, mais il y a aussi des actes. Et je pense que la politique de l'Institut national des sciences humaines et sociales, du CNRS, consistant à couper les crédits aux revues qui ne sont pas en accès ouvert, c'est un sujet très concret, très précis,
objectivement, c'est un sujet qui peut se concevoir, qui est, comment dire, c'est une politique que le CNRS visiblement assume, mais c'est un sujet qui pose problème pour l'avenir du soutien public à l'édition française en matière de sciences humaines et sociales. Alors, comment dire, peut-être que certains pensent qu'on ne fait pas d'omelette sans casser deux et que pour faire la science ouverte, il faut faire ça. Mais fondamentalement, ça veut dire que certaines revues ne peuvent plus être éditées par des éditeurs privés. Et ça, c'est un acte. Et je dirais que ça me semble plus grave, en tout cas plus intéressant et plus important à débattre que des propos publics dont l'excès frise un peu le ridicule. Bon, tout ça pour dire que ça fait partie des sujets sans doute à dépasser. Dernier grand enseignement pour moi, à la fois de cet après-midi et de cette médiation, ça tombe bien, c'est la nécessité de distinguer les situations. C'est la nécessité d'avoir une approche fine. Il faut distinguer, ça a été dit à plusieurs reprises, évidemment, la situation des sciences humaines et sociales, la situation de l'édition scientifique, technique et médicale. Il faut distinguer, même à l'intérieur, la situation des différentes disciplines. Il faut distinguer la situation de l'édition de livres et la situation de l'édition de revues. Alors, évidemment, on est toujours pris dans ce débat. Il a fallu, heureusement, d'une certaine manière, heureusement, que c'est développé une politique de la science ouverte. Et pour la développer, il fallait être clair. Mais maintenant, c'est le moment d'entrer dans le détail, c'est le moment d'entrer dans ces distinctions, et c'est véritablement urgent. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faudrait renoncer à certains des slogans décrits tout à l'heure par Jean-Yves Mérindol, l'idée de généralisation de la science ouverte. Je pense que ça pose plus de problèmes que ça n'en résout. On n'aura pas demain toute la production scientifique française en accès ouvert immédiat. Non, personne ne le pense. Donc pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut généraliser la science ouverte? Penser que l'avenir de la science ouverte, c'est un plan quinquennal soviétique de 1928 et que ce qui compte, c'est non plus les millions de tonnes d'acier coulé, mais le pourcentage de publications en accès ouvert immédiat, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Je crois qu'il faudrait vraiment arriver à avoir une approche un peu plus fine et un peu plus subtile qui rende vraiment justice à la réalité. Voilà, alors tout ça, ça vous paraîtra peut-être un peu pessimiste, mais il y a quand même des motifs d'espoir. Parce que fondamentalement, je crois que c'est des maladies infantiles de la politique de la science ouverte dont on vient de débusquer les symptômes. Alors les motifs d'espoir. D'abord qu'il y a des incompréhensions qui sont levées. Je crois qu'au moment où j'ai eu la chance, grâce au CNE, d'entrer dans ce sujet, le sujet c'était les pouvoirs publics en France veulent que l'ensemble de l'édition passe en modèle diamant. Objectivement, certaines des formulations pouvaient laisser penser un peu. Maintenant, c'est clair. Non, le modèle diamant est un modèle. C'est un modèle qui n'a pas vocation à être généralisé. C'est un modèle qui a sa place, et j'en suis persuadé, je crois que personne ne le contestera. Et donc, voilà, ça c'est un motif d'espoir. On a dépassé certaines généralités. Motif d'espoir aussi, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par Sébastien Chevalier, par exemple, par l'idée que l'objectif n'est pas d'aller à marche forcée vers la transition. Alors, ça c'est important. Je dirais qu'ensuite, il va falloir creuser ce qu'on appelle il va falloir creuser l'objectif, mais c'est déjà important de dire que l'objectif, c'est pas d'aller à marche forcée, parce que sinon, comment dire, on n'y arrivera pas tous. Et je crois que les auteurs, les éditeurs, ils ont tous intérêt à être encore là dans quelques années, autant que possible. On espère qu'il y en aura encore plus. On espère qu'il y aura encore plus de production, qu'elle sera encore plus diffusée. Et donc, si on progresse un petit peu dans la méthode, on a des chances d'y arriver. Autre motif d'espoir, c'est qu'il y a des contacts encourageants. L'Observatoire de l'édition scientifique qui a été mentionné par Sébastien Chevalier avec Madame Cherbu fait visiblement un travail tout à fait important, nouveau, qui n'avait pas été fait jusque-là, qui peut-être fera advenir cette idée qu'il faut une politique de l'édition scientifique. Et ça, pour moi, c'est un motif d'encouragement. Le fait que nous soyons tous là aujourd'hui, eh bien, c'en est évidemment un autre. Et donc, voilà quelques-uns des motifs d'espoir. Maintenant, à mon sens, finalement, la feuille de route, elle n'est pas si compliquée que ça.
il faut mettre les actes en accord avec les pratiques, les actes en accord avec les mots plutôt, les pratiques en accord avec les mots. Il faut que cette politique de sciences ouvertes, attentive aussi à l'enjeu qu'est la vitalité des décisions scientifiques, eh bien, elle se traduit dans la réalité. Et pour ça, je pense qu'il y a une interaction entre ces deux objets de politique publique que sont la politique de l'édition scientifique et la politique de sciences ouvertes. Je pense qu'il y a matière à se dire quels objectifs on recherche dans l'une de ces politiques, dans l'autre. Est-ce qu'on les a atteints? Comment on les atteint? Et ça, on peut vraiment progresser. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je conclurai un peu comme l'a fait Renaud Lefebvre, par un hommage à François Gès, parce que vraiment, c'est lui qui m'avait parlé la première fois quand j'ai eu la chance de le voir en juillet à l'invitation de Lord Arkos, de l'organisation de cette réunion. C'est lui qui m'a parlé du sujet, peut-être pour la première fois il y a 15 ans. Mais en tout cas, on sait tous que c'était, on sait tous quelle personnalité c'était, on sait tous voilà, quel grand éditeur et quelle personnalité riche et humaine c'était. Et donc, voilà, j'ai une pensée pour lui en conclusion. Merci beaucoup. Madame Lord Arkos, qui est sénatrice et qui est membre de l'OPEXT, qui va nous faire une conclusion également. Le premier, ça ne sera pas trop long parce que l'après-midi a été dense. Mais permettez-moi vraiment de vous remercier de m'avoir invité à conclure ces rencontres. Et comme mon ami juste qui m'a précédé, je voulais aussi bien évidemment avoir une pensée émue pour François Gès. Et en effet, à ce déjeuner avant l'été, il était tellement fier de ce projet. Donc, j'y associe aussi, bien sûr, Catherine et toute l'équipe des trois instances organisatrices. Mais merci infiniment. Bon, c'est un exercice un peu compliqué, mais auquel je m'astreins. J'ai pu écouter toutes les tables rondes et j'étais aussi très heureuse d'avoir entendu Jean-Yves Mérindol, dont nous sommes beaucoup inspirés pour notre rapport. Je voudrais pouvoir vous dire quelques mots sur mes convictions sur la question de la science ouverte. En 2022, mon collègue Pierre Ouzoulias, que j'excuse aujourd'hui, il a été nommé vice-président, en ce moment on est en pleine réorganisation du Sénat après les élections, et il a été nommé vice-président et il est en ce moment même à sa première conférence des présidents pour fixer l'ordre du jour, mais il m'a demandé de tous vous saluer. Nous avons été missionnés par l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, pour examiner les conséquences du processus d'ouverture de la science. Et c'était d'ailleurs, en parallèle avec les travaux du médiateur du livre, que je salue à nouveau, et avec Jean-Philippe, en fait, ça va être un peu redondant, mais on a en effet trouvé beaucoup de points en commun. Il faut rappeler qu'un nombre important d'initiatives privées et publiques a vu le jour depuis les années 90, accélérant ce mouvement qui vise à rendre accessible l'ensemble des publications et des données de la recherche passées ou présentes. Les institutions internationales, européennes et nationales, les universités, les instituts de recherche accompagnent parfois puissamment ces évolutions. Cependant, les conséquences de l'ouverture à marche forcée de la science sont nombreuses et suscitent l'inquiétude bien légitime des principaux acteurs, notamment les éditeurs scientifiques qui ont vu leur modèle économique fragilisé. Loin de se limiter aux aspects économiques, elles sont de nature à affecter à terme le pluralisme et la diversité de l'offre éditoriale, en particulier en sciences humaines et sociales, la liberté académique, le droit d'auteur, les méthodes d'évaluation de la recherche ou encore l'intégrité scientifique. Comment ne pas être méfiant vis-à-vis de la science ouverte qui est devenue un mot d'ordre militant plus qu'une modalité d'organisation de l'accès à la recherche? Lors de la remise de notre rapport, Pierre Ouzoulias et moi-même avons insisté sur le fait que le processus de science ouverte ne pouvait se faire n'importe comment et à n'importe quel prix. Je suis extrêmement partagée sur le modèle diamant qui n'a pas été beaucoup cité cet après-midi, alors que c'est l'épouvantail que certains voulaient imposer il y a encore quelques mois, et qui reviendrait à faire des éditeurs des acteurs économiques assistés et des chercheurs des acteurs scientifiques totalement dépendants de l'État. Je le dis sans détour, une telle situation signifierait un risque d'étatisation pure et simple de l'édition du savoir. De ce modèle exclusif, nous ne voulons pas. Nous avons appelé à la mise en œuvre d'une politique réaliste, équilibrée et respectueuse de la liberté académique. Ce souhait, je le réitère aujourd'hui devant vous, il est impératif de tenir compte de la diversité des acteurs, de la diffusion du savoir scientifique et de respecter la liberté académique, car c'est d'abord en respectant l'autonomie des scientifiques que l'on défend la science. Le pluralisme de l'expression scientifique et la diversité de ses canaux de diffusion doit donc être préservé. Parmi les propositions que nous avons formulées figure la mise en œuvre d'une politique interministérielle de la science ouverte
car celle-ci ne saurait être l'apanage du seul ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mais aussi du ministère de la Culture, car les droits d'auteur sont au cœur de ces enjeux. On l'a vu dans la première table ronde. Nous avons également demandé le lancement d'un véritable plan pluriannuel de soutien à l'édition scientifique, axé sur les petits éditeurs et les sciences humaines sociales en particulier, ce que certains acteurs appelaient de leur vœu avant moi cet après-midi. Nous prônons par ailleurs un respect accru de la liberté académique, de l'indépendance des chercheurs, de la liberté de divulgation et du droit d'auteur. Les incitations à l'ouverture immédiate ne doivent pas se transformer en obligation, et j'ai entendu différents intervenants en convenir. Nous estimons en outre préférable de favoriser la voie du pluralisme par la bibliodiversité plutôt que de l'hégémonie future du modèle diamant. Enfin, sur un plan juridique comme sur le plan démocratique, nous avons jugé que c'est au Parlement qu'il appartient de définir un cadre légal de la science ouverte et de l'édition scientifique, et non aux agences de financement et établissements publics de recherche d'imposer aux chercheurs des mesures contraignantes d'ouverture immédiate. Et j'ai pu m'en entretenir régulièrement avec Thierry Damerval de l'ANR et Antoine Petit notamment, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure. De mot d'ordre politique incantatoire, la science ouverte doit devenir un projet plus réaliste, conditionné par une approche consensuelle et équilibrée. Vous pouvez être assuré de ma vigilance sur ce sujet essentiel qui nous réunit aujourd'hui. Je vous remercie. Voilà, merci Madame la sénatrice. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Enfin, un bon moment. Voilà, j'imagine que on va passer au verre de l'amitié. Bon retour à tous et bonne soirée. À bientôt.